Le cahier de l'année scolaire se referme. Nous allons savoir ce soir ce qu'on y a vraiment écrit. Une école en mutation, souvent bousculée, souvent critiquée, mais toujours essentielle. Bonsoir à tous. Vous êtes dans RTI 1 reçoit, l'émission qui prend le temps d'interroger les réformes, de décrypter les décisions et surtout donner la parole à l'action publique. L'année scolaire 2024-2025 vient de s'achever. Une année dense, traversée par des remous, mais aussi marquée par de nombreuses initiatives. Des efforts pour redresser, réinventer, redonner espoir à un système éducatif en quête d'efficacité et d'équité. L'heure est donc au bilan, mais aussi à la projection. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans le quotidien des élèves, des enseignants, des parents? Comment les recommandations des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation ont-elles été traduites en actes concrets? Et surtout, que réserve la prochaine année scolaire aux millions d'élèves et d'apprenants de notre pays? Pour y répondre, nous recevons professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à la manœuvre donc depuis avril 2021. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et ce soir, je serai en compagnie de Patrick Nguessan. Patrick Nguessan, journaliste émérite à Fraternité Matin. Bonsoir Patrick Nguessan. Bonsoir Abza. Bienvenue. Bonsoir Madame la ministre. Bienvenue à la maison de la télévision, Patrick Nguessan. Madame le ministre, vous n'aurez pas que des journalistes pour vous poser des questions. Les téléspectateurs aussi y ont droit. Ils le feront par téléphone avec Carmel Dia au bout du fil. Elle est déjà installée, Carmel Dia, ou via code QR que vous pouvez scanner. Le code s'affiche donc au bas de votre poste téléviseur. Bienvenue à tous. Clap de fin donc pour l'année scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire. Une année marquée par des avancées notables et des réformes dans le système éducatif avec, en point d'orgue, la proclamation des résultats du baccalauréat le 7 juillet dernier. Le ministère tire un bilan jugé positif. Sephora Zegui. Porté par les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le gouvernement a accéléré les réformes. Signature des contrats d'objectifs et de performance par les directeurs régionaux, poursuite de la révision des programmes pour répondre aux besoins du 21e siècle et recrutement exceptionnel de 2885 enseignants contractuels. La digitalisation du système éducatif s'est intensifiée avec la plateforme SIGE et les cours à distance via Mon école à la maison, la plateforme numérique du MENA. Côté infrastructure, l'année a vu la construction de 15 lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat, dont celui de Cinéma Tchali, inauguré par la première dame, Dominique Ouattara. L'accès à l'école étant une priorité pour le gouvernement, la distribution gratuite de kits scolaires aux primaires a été effective et le programme Bonamas a permis aux élèves du secondaire de bénéficier de manuels scolaires à coût symbolique, rendant l'éducation plus accessible que jamais. L'amélioration des conditions de travail s'est poursuivie cette année encore avec la fourniture des établissements en table-banc, en matériel informatique, didactique, en mobilier de bureau et d'autres équipements. Les personnels d'encadrement tels que les DRENA, les IEP et les IEPP ont reçu des véhicules et motos afin d'accroître leur mobilité. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 86,58% au CEPE, 51,41% au BEPC et 40,15% au baccalauréat. Ces progrès sont le fruit de la lutte implacable contre la tricherie, du dialogue social qui a pacifié l'espace scolaire et de nouvelles approches pédagogiques. L'éducation ivoirienne est donc sur la bonne voie, celle de l'excellence et de l'équité. Un reportage donc de Sephora Zegui. Madame le ministre, nous sommes en même temps sur RTI 1, mais aussi sur Radio Côte d'Ivoire. On nous suit donc de partout dans le pays. Dites-nous, Madame le ministre, comment vous pouvez qualifier globalement l'année scolaire 2024-2025? Merci, Monsieur Hamda Diaby. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rendre mes civilités à mon collègue, le ministre en charge de la communication, qui nous offre ce plateau pour nous adresser aux Ivoiriens. Je voudrais également saluer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, grâce à sa politique de paix,
de stabilité, de sécurité. Les investisseurs ont confiance à la Côte d'Ivoire et c'est grâce à sa vision également que nous avons aujourd'hui tous ces bons résultats dont nous allons parler ici sur ce plateau. D'accord. Cette année scolaire 2024-2025. Quelle est l'année scolaire 2024-2025? Comment on la qualifierait? Mais pour moi, c'est une année qui s'est très bien déroulée. C'est une année où la moisson a été bonne. C'est une année où, pour nous, les clignotants qui étaient en rouge ou orange sont en train de devenir verts. L'élément télévisé que vous avez montré tout à l'heure montre que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont compris un grand message. Pour la 4e année consécutive, nous avons pour thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Les citoyens responsables, c'est l'enseignant qui donne ses cours avec professionnalisme, avec responsabilité, qui encourage les élèves au travail. Le citoyen responsable, c'est cet élève qui travaille loin de la facilité, sans tricherie, sans fraude. Le citoyen responsable, c'est ce parent qui encourage son enfant à travailler, à ne pas tricher, à faire des efforts, qui collabore avec les enseignants afin que les résultats de l'enfant s'améliorent. Le citoyen responsable, c'est le syndicaliste qui, tout en revendiquant, demeure au travail, pense à son pays pour donner de bons résultats. Et globalement, pour nous, l'année scolaire 2024-2025 est une bonne année. Alors, on a noté une certaine progression du taux de réussite. Est-ce que vous pouvez nous le détailler? Taux de réussite, effectivement, on peut dire que par rapport au taux de réussite, je crois que l'élément télévisé en a parlé tout à l'heure. Pour le CPE, nous sommes passés l'année dernière de 83,46% à 86,58%. Pour nous, cette hausse de 3,12 est significative. Pour le BEPC, nous sommes passés de 51,41% à 40, nous sommes passés de 40,18% à 51,41%. La hausse de 11,23 est significative. Pour le baccalauréat, nous sommes passés de 34,17% en 2024 à 40,15%, avec donc une hausse de 5,98%. Qu'est-ce qui peut expliquer cette remontée? Plusieurs facteurs conjugués. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné l'image tout à l'heure des citoyens responsables. Ce sont les efforts conjugués des enseignants, des encadreurs, des parents d'élèves. Et ce sont ces efforts conjugués qui donnent aujourd'hui les résultats que nous avons. Et surtout, nous avons mis un accent particulier sur l'amélioration des apprentissages, sur la lutte contre la fraude. Pour l'année 2024-2025, nous avons mis l'accent sur la distribution de matériel didactique, la distribution de matériel de mobilité pour les encadreurs. Nous avons agi aussi bien sur le personnel d'encadrement que sur les élèves. Et ça donne le résultat. On a parlé de Bonamas. Les enfants, les élèves ont accès aux livres gratuitement par endroit, à prix réduit par endroit, quand il s'agit de location. Tous ces efforts-là ont fait qu'aujourd'hui, nous avons atteint ces résultats. Et surtout, je voudrais dire que les résultats 2024-2025 sont le fruit des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Quand nous sommes arrivés en 2021, nous avons organisé ces États généraux. C'était des assises nationales participatives, inclusives. Tout le monde avait son mot à dire. Et je voudrais profiter du micro pour saluer tous les partenaires techniques et financiers, tous les Ivoiriens sans exclusif qui se sont investis dans les États généraux parce que l'objectif, c'était regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous projeter, pour améliorer le système. C'est cela. 51% au BEPC, 40% au baccalauréat. Madame le ministre, vous pensez qu'on est sur la voie d'atteindre les 60-70% peut-être dans 2-3 ans? Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous sommes en train de dérouler le rouleau compresseur
avec la mise en œuvre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. 4 grandes priorités que nous avons: l'amélioration des apprentissages, la valorisation de la profession enseignante, l'amélioration de l'éducation non formelle et puis l'innovation, c'est l'éducation numérique pour compléter tout ce que nous avons comme action vis-à-vis de nos apprenants, mais également des enseignants et de tous les encadreurs. On note aussi une montée en puissance des filles. Comment vous interprétez ça? Une montée en puissance des filles, c'est l'école inclusive. C'est l'école inclusive qui, selon la vision du président de la République, encourage la scolarisation de tous les enfants qui sont sur le territoire national, avec une part prépondérante pour les filles. Au nom de certaines pesanteurs socio-culturelles, les filles n'allaient pas à l'école, ou elles étaient peu scolarisées ou sous-scolarisées. Mais aujourd'hui, vous voyez à travers les résultats de 2024-2025 que le nombre des filles croît et est même en train de dépasser celui des garçons, aussi bien en termes d'effectifs, mais également en termes de résultats. Quand vous regardez les résultats, vous voyez que le taux d'admission des filles à l'entrée en 6e est plus élevé. Le taux d'admission des filles au baccalauréat également est plus élevé. Patrick Nguessa. Oui. Madame la ministre, pensez-vous que la lutte contre la fraude que vous avez initiée depuis 2021 a été un facteur déterminant dans l'obtention de ces résultats aussi encourageants? La lutte contre la fraude est un facteur déterminant, comme vous le dites, je confirme, parce que je vais vous donner un exemple sur 5 ans. En 2020, au baccalauréat, il y avait 16 180 cas de fraude. En 2021, nous sommes passés à 10 382. En 2022, nous sommes passés à 4 153. En 2023, 1879. Et en 2024, 574. Vous voyez d'où on est parti. 16 000 à 574. La lutte a été drastique, mais elle a payé parce que les enfants ont compris que seul l'effort paye. Quand on a donné les résultats, je me suis amusée, je regardais la télévision, mais ils étaient tout heureux de savoir que ce sont les efforts personnels fournis, aussi bien les élèves que les parents. Tout le monde était content d'avoir ces résultats. Même les tricheurs sont heureux aussi, hein, madame, de leurs résultats. Pardon? Les tricheurs, quand ils réussissent à leur examen, ils sont aussi heureux. Oui, les tricheurs, ils sont heureux, mais ce n'est pas de la même manière parce qu'il y a la conscience qui doit gronder. Et nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation pour faire en sorte que et parents, et élèves, et encadreurs comprennent l'importance de l'effort fourni. L'importance, c'est la valorisation de nos diplômes, aussi bien au plan national qu'au plan international. Les EGENA y ont donc joué un rôle prépondérant, justement, plusieurs années après les dernières grandes concertations sur l'école ivoirienne. Les EGENA ont été organisés, portés par le gouvernement et pilotés par le ministère en charge de l'Éducation. Leur mise en œuvre a débuté en 2023 avec pour ambition de rehausser le niveau scolaire et améliorer les performances des élèves. David Soyo revient ici sur les motivations de ces assises et nous présente quelques résultats déjà perceptible sur le terrain. Le rapport du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs, révélait en 2019 le faible taux du niveau des élèves en fin de cycle primaire en Côte d'Ivoire, en lecture et en mathématiques. 59,5% en lecture et 82,8% en mathématiques. Face à ce tableau sombre, les EGENA, États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, voient le jour en 2021, soit 28 ans après les dernières assises nationales sur l'école. Une idée mûrie par le gouvernement, exécutée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les EGENA sont des assises qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire à l'effet d'adresser la problématique de l'école ivoirienne. Ces EGENA se sont déroulés du 19 juillet 2021 au 20 avril 2022. Des concertations ont eu lieu sur l'ensemble du territoire national avec toutes les populations, toutes les couches, toutes les associations, les ONG, en tout cas tous les groupes constitués, à l'effet de leur demander quelles solutions ils proposent
aux problèmes de l'école ivoirienne. Après 9 mois de concertation participative et inclusive autour de l'école, il ressort 42 recommandations, parmi lesquelles le retour de la dictée. En 2024, figurez-vous qu'au championnat mondial de la dictée, c'est un jeune Ivoirien, Krekoum Niels Samuel Marie, de classe de CM2, qui a été champion du monde de la dictée dans la catégorie français en seconde langue. C'est un honneur. La dictée avait disparu, on fait revenir la dictée, on est champion du monde. Une des mesures qui a été prise par Madame la ministre de l'Éducation nationale et qui porte ses fruits, c'est que cette année, aux Olympiades africaines de mathématiques, notre pays a été classé 3e. Mais ça, c'est le résultat d'une décision de Madame la ministre de rétablir les coefficients différenciés selon les disciplines. Résultat, nous sommes 3e africains et ça porte des fruits. Opérationnels depuis 2023, les EGENA sont considérés comme une boussole consensuelle au profit du secteur éducation-formation. Près de 3 ans après son exécution, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation semblent déjà porter leurs fruits, selon les experts du monde éducatif. Merci Davis Oyo. Et Madame le ministre, le professeur a parlé des Olympiades de mathématiques. Et justement, j'ai une question à ce sujet que les téléspectateurs nous posent. Est-ce que le ministre de l'Éducation, Madame le ministre de l'Éducation, a une politique pour encourager les nouveaux bacheliers à s'intéresser aux mathématiques? La question des mathématiques est cruciale pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les mathématiques, mais c'est toutes les matières scientifiques. La première des politiques, c'est la sensibilisation. Ensuite, à l'issue des États généraux, nous avons compris que nous devions réintroduire les coefficients différenciés. Nous devons mettre en place une politique, pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour encourager les mathématiques. Parce que figurez-vous que même quand on lance des concours pour les filières scientifiques, pour le recrutement d'enseignants dans certaines des filières, dont les mathématiques, la science physique, on a peu d'engouement. Donc l'intérêt pour nous, c'est de susciter cet engouement auprès des enfants d'abord, dès le bas âge, et ensuite, sur tout le parcours scolaire jusqu'à l'université, afin que les mathématiques reprennent leur place. Sinon, dans quelques années, ce sera difficile. Ce sera difficile. Et les quelques-uns qui s'y intéressent reviennent avec des médailles et c'est véritablement encourageant. Alors, on va revenir à ces États généraux-là. Comment ils se sont déroulés, Madame le ministre, et puis qui y a participé véritablement? Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se sont déroulés sur l'ensemble du territoire national, dans les plus petits hameaux de Côte d'Ivoire. Nous sommes allés vers les populations. Il y a eu des périodes de pré-sensibilisation, mais c'était surtout des périodes d'information. Mais l'engouement était tel que certaines personnes ont pensé que c'était en même temps les États généraux et chacun voulait se prononcer parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'école. Et en plus de cela, des institutions ont participé. Je voudrais saluer ici le Sénat qui a détaché en son temps, c'était le président Ousou-Jano, qui a détaché une équipe qui a réfléchi sur la question et qui nous a reversé des documents. Ça a été le cas pour l'Assemblée nationale et je vous dis toutes les institutions. Nous avions également une plateforme numérique pour tout citoyen ou ami de la Côte d'Ivoire qui voudrait se prononcer sur l'école ivoirienne mais qui n'en avait pas les possibilités, qui ne voulait pas se faire voir, qui pouvaient, à travers les réseaux, à travers cette plateforme, dire quelque chose. Et c'est tout cela que nous avons mis ensemble dans un document de à peu près 20 000 pages, présidé par un comité scientifique, qui nous a permis de comprendre en profondeur les maux dont souffrait la Côte d'Ivoire par rapport à son système éducatif, maux qui remontent à très loin, et surtout de nous projeter dans l'avenir avec des propositions concrètes pour avancer. Ce sont ces propositions que nous sommes en train de mettre en œuvre
actuellement et qui donne les résultats que vous voyez. D'accord. Allez-y, Patrick Nguessan. Oui, Madame la ministre, quel est le niveau d'application des actes des EGENA aujourd'hui? Le niveau d'application des actes. Et quelle satisfaction, disons, qu'est-ce que vous tirez, disons, quelles leçons tirez-vous de ces états généraux? Pour compléter, je sais qu'il y en a une quarantaine. Il y a 42 leviers de recommandations. Oui. Quel est le taux d'application de ces recommandations? Wow. À 3 années d'exécution, oui. Est-ce qu'on peut parler de taux d'application? Parce que les 42 leviers concernent plusieurs secteurs. Et nous avons commencé la mise en œuvre. Nous avons commencé la mise en œuvre. On ne peut donc pas faire de bilan en termes de proportion pour dire que nous sommes à 50% d'application, à 60% d'application. Et les principales recommandations, vous pouvez nous les rappeler, Madame le ministre? Les principales recommandations, 42 leviers, mais qui sont tournés autour de 6 axes. Il y a une recommandation qui porte sur l'enracinement, l'ouverture et la résilience. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire a traversé des crises. Et au nom de ces crises, il y a eu fracture sociale. L'école en a payé le prix. Le pays était divisé, zone CNO, zone dite gouvernementale, des enfants allaient à l'école, certains n'allaient pas à l'école. Et le premier travail qui a été fait par le président Ouattara, c'était justement faire en sorte de ressouder l'école, avec pour priorité l'accès à l'école. C'est ce qui a initié, c'est ce qui a engendré la politique de scolarisation obligatoire. Donc, cette politique de scolarisation obligatoire nous permet aujourd'hui de parler de résilience et d'ouverture. Le deuxième axe, c'est l'équité et l'égalité des chances. Vous avez vu, par exemple, cette recommandation équité et égalité des chances. Aux derniers examens, il y avait un jeune homme, Karama, qui souffrait de plusieurs maladies. En plus d'être handicapé, il souffrait de hyperfatigabilité, il souffrait de sommeil vraiment sur de longues périodes, 35 heures. Le plus court temps de sommeil, c'était 18 heures. Mais au nom de l'équité, au nom de l'égalité des chances, nous avons transformé une clinique, j'allais dire, en centre d'examen pour permettre à cet enfant très intelligent de participer aux examens à grand tirage. Il a eu son baccalauréat. 11 personnes étaient à son chevet. Il a eu son baccalauréat avec la mention assez bien. Je crois que ça, c'est un exemple par rapport à l'équité. Sans compter tout ce que nous faisons, toujours par rapport à l'équité, pour les filles, rapprocher les établissements scolaires des familles. Rapprocher les établissements scolaires des familles pour faire en sorte que les enfants n'aient pas une grande distance à parcourir. Sinon, les zones rurales seraient laissées pour compte. Nous avons également une autre recommandation qui est la qualité pour tous. Et alors là, la qualité, c'est ça notre slogan. La qualité, c'est la révision des curricula. La qualité, c'est faire en sorte que dans la révision des curricula, par exemple, il y ait l'environnement, la créativité, l'entrepreneuriat, tout ce qui nous aiderait à l'employabilité dans le continuum avec les deux autres ministères. Nous avons également une des recommandations qui est la promotion de l'individu et de la société. Vous avez vu que nous avons le projet Élan. C'est faire en sorte que nous ayons les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme, avec des curricula qui tiennent compte de notre environnement socio-culturel, mais qui tiennent compte également de l'ouverture sur le monde. Nous avons également une autre recommandation sur le leadership efficace et la conduite du changement. Et puis, nous avons la dernière recommandation, c'est l'école apaisée, l'école apolitique qui incarne certaines valeurs. Vous vous souviendrez que depuis au moins 30 ans, on parle de bourreau d'enjaillement. Chaque année, ce sont des élèves violents qui refusent d'aller à l'école, qui se donnent eux-mêmes des... Bon, ces dernières années, au lieu de bourreau d'enjaillement, on parle de congé anticipé. L'une des actions phares, en tout cas visible, c'est que
2021, il y a eu des tentatives, mais depuis 2022, on n'a plus entendu parler de congé anticipé. Ça veut dire que les 6 recommandations mises en œuvre à travers plusieurs projets, plusieurs actions, plusieurs activités donnent des résultats. Le projet Élan, vous l'avez évoqué, vous pouvez y revenir, Madame le ministre. Qu'en est-il à l'heure qu'il est? Le projet Élan, c'est un projet qui consiste à donner des cours, des apprentissages en langue locale. Et 10 langues nationales sont concernées. Quel bilan on pourrait faire Le bilan qu'on peut en faire, c'est qu'on constate que les enfants qui apprennent en langue locale apprennent mieux et plus rapidement. Et quelles sont ces 10 langues locales? Les 10 langues, il y a le bété, il y a le baoulé, il y a l'atié, il y a le malinké, il y a le yakouba, et ainsi de suite. Il y en a 10. Voilà. C'est 10 langues ciblées qui permettent aux enfants d'apprendre dans leur langue pour aller plus vite. Et au nom de cela, nous sommes pour l'instant en mode pilote. Oui. Ce sont des phases pilotes. Nous allons passer à la généralisation. Mais cette expérimentation, en tout cas, donne de bons résultats. D'accord. Il y a aussi, disons, un pas important des EGINA, c'est la digitalisation du système éducatif. Et je pense que la digitalisation aussi a contribué aussi à lutter contre la fraude avec la mise en place des caméras de surveillance dans les établissements qui ont jugulé la fraude aussi. Vous avez lancé récemment une nouvelle plateforme numérique, le système de formation et de gestion d'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, disons, cette forme, ce système-là? Merci beaucoup. La digitalisation fait partie des 4 priorités qui se dégagent des États généraux de l'éducation nationale. Et ce n'est pas seulement, bon, on voit au nom de la lutte contre la fraude, on voit l'aspect vidéosurveillance, mais ça va au-delà. La digitalisation, le système intégré de gestion de l'éducation, par exemple, dont vous venez de parler, c'est un système qui permet la traçabilité. C'est un système qui regroupe des données de l'enseignant, de l'élève, des données de l'enseignant, de l'élève, des infrastructures dont nous disposons, c'est-à-dire les écoles, les drainages, tout ce que nous avons comme infrastructures, les cantines, tout ça, les bibliothèques, qui comprend toutes ces données-là. C'est un système qui aide, premièrement, à intégrer toutes les données concernant l'élève, les notes de classe, par exemple. Aujourd'hui, quand nous allons passer à la phase de généralisation, pour l'instant, c'est en expérimentation pour nous, mais quand nous allons passer à la phase de généralisation, un parent peut rester chez lui à la maison, regarder les notes de ses enfants. Tout ça, c'est améliorer l'encadrement. C'est pareil pour les enseignants, c'est pareil pour l'élève lui-même. Les partenaires qui veulent nous accompagner, à partir d'un code, peuvent regarder notre système intégré de gestion et voir les progressions que nous avons en termes de pédagogie, en termes d'infrastructure, en termes de volume, volume horaire, quantum horaire, effectif des enseignants, etc., etc. Donc, c'est vraiment un système unique qui vient améliorer la gestion des données au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le volet vidéosurveillance n'est qu'un pas. Madame le ministre, il y a ce qui concerne les COGES. On va y revenir. Aujourd'hui, quel est le montant global alloué aux COGES? Le nombre de COGES est monté de 3441. Au départ, on est aujourd'hui à plus de 10 000. Aujourd'hui, nous sommes à 12 508 COGES exactement. 12 500 COGES. 441 à 12 508 Pourquoi COGES. je demande le montant? Parce qu'il était celui-là qui était alloué aux 3 000. Aujourd'hui, on en est où, Madame le ministre? Vous faites bien de parler des COGES parce que vous avez vu à l'entame de mon propos que je disais merci au président de la République. Le président de la République a souhaité que les familles ivoiriennes, les parents ivoiriens dépensent peu
Et donc, l'État a pris en charge lui-même les frais de COJES. On a supprimé tout ce qui était frais complémentaires à l'école. Les parents vont payer, chaque fois les parents sont sollicités pour payer X, Y, Z montant à la tête du client. Alors le président a mis fin à cela. Alors, en mettant fin à cela, l'État alloue 18,4 milliards, c'est exactement 18 milliards 418 millions qui sont affectés au COJES. Initialement, c'était pour les 3 441. Cela. Mais le montant des COJES n'a pas augmenté. Alors que le nombre de COJES... Il y en a près de 10 000 qui se sont ajoutés. Voilà, qui se sont ajoutés. Et avec toutes les infrastructures que nous créons chaque jour. Et le plaidoyer que nous faisons, c'est de... Vraiment, nous souhaitons que ce montant augmente. Parce que ce sont les frais de cette subvention des COJES-là qui aident au fonctionnement des établissements. Surtout, les COJES, ce sont le comité de gestion des parents. Oui. Voilà. On entend de moins en moins les plaintes contre les retards de subvention, malgré le nombre de COJES qui est monté. Parce que les subventions sont payées à temps. Maintenant, les subventions sont payées à temps. À l'heure où je vous parle, toutes les subventions de 2024 sont payées. Y compris celles de 2023 sont payées, celles de 2024 sont payées. Si des subventions ne sont pas payées, ça veut dire qu'il y a quelques problèmes, mais liés aux établissements eux-mêmes, aux comités de gestion eux-mêmes. Et dernièrement, nous avons reçu l'ensemble des COJES pour leur demander d'améliorer leur gestion. Parce que nous avons mis en place des règles, nous avons édicté des règles qui doivent être suivies. Donc maintenant, on a plus systématiquement. Parfois, ce sont des... Je donne juste 2-3 exemples. Il y a le cas récurrent, ce sont des COJES qui ont pensé qu'il fallait ouvrir des comptes au nom d'un individu, au lieu d'ouvrir le compte au nom du comité de gestion. Donc, tous ceux qui l'ont fait n'ont pas reçu de paiement. Pas encore. Voilà. Ils ne sont pas nombreux. De paiement. Certains également, à certains, on a demandé d'ouvrir des comptes dans des banques et certains vont ouvrir les comptes dans, je ne veux pas citer, dans des microfinances. D'accord. Là également, on ne paye pas. Sinon, à ce jour... Il n'y a plus de retard, sauf que peut-être que les charges des COJES ne sont pas forcément... voilà, le nombre de COJES a augmenté et le montant alloué par l'État demeure pour l'instant le même. Donc ça ne couvre pas forcément toutes leurs charges. Patrick Nguesson? Oui, c'est vrai qu'il y a des COJES, mais au-delà de ça, il y a les frais annexes, souvent qui sont des établissements qui mettent des frais annexes pour que les parents puissent aider les COJES aussi à fonctionner. Tout établissement qui met des frais annexes, alors que c'est interdit, tout COJES, tout établissement qui le fait, tout responsable de structure qui le fait, subit des sanctions. Une mise en garde. Et certains ont été déjà sanctionnés. Ce n'est pas seulement la mise en garde, ça va jusqu'au renvoi. Ça va jusqu'à la radiation. Donc, tout le monde a intérêt. Et je salue les Ivoiriens, parce que depuis qu'on a dit pas de frais supplémentaires, quand ce n'est pas des frais qui sont discutés par la hiérarchie, acceptés par la hiérarchie, acceptés par l'ensemble des membres du COJES, les collectivités et tout ça, ben, les Ivoiriens dénoncent. Aujourd'hui, les Ivoiriens dénoncent. Les Ivoiriens parlent. Et dès que nous avons l'information, nous avons également notre inspection générale qui fonctionne très bien. Mais vous avez un numéro vert aussi? Oui, mais je n'ai pas de tête. D'accord. Voilà. Dès qu'on a l'information, l'inspection générale se met en branle et puis tout de suite, les fautifs sont, quand ils sont pris la main dans le sac ou quand ils sont pris, en tout cas, sont sanctionnés. Il y a différents types de sanctions. C'est cela. Le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, Madame le ministre, tourne autour des 47%, si je ne m'abuse. Non. Nous sommes à combien? Le taux d'alphabétisation. Oui. Le taux d'alphabétisation, il était en 2016. En 2016, il était de 47,2%. D'accord. En 2021, pardon. Mais aujourd'hui, grâce justement à toutes ces actions qui sont menées, l'apprentissage en langue locale, l'augmentation du nombre de centres d'alphabétisation. Oui. À l'issue des États généraux, nous avons la politique école fermée, classe ouverte le soir pour l'alphabétisation. Au moins une classe ouverte le soir pour l'alphabétisation. Aujourd'hui, ce taux a augmenté. À combien nous sommes? Aujourd'hui,
pour les jeunes de 15-24 ans, on est passé de 52,1% à 63,68%. D'alphabétisation. D'alphabétisation. Vous voyez? Parce que maintenant, vraiment, on a plusieurs techniques d'alphabétisation pour apprendre plus vite. Et le taux d'alphabétisation des femmes est passé de 47,2% à 58,7% en 2024. Alors pour nous, c'est un chiffre qui est très important. Ce sont des chiffres qui sont très, très importants parce que c'est le signe de l'amélioration vraiment que nous souhaitons. Bien sûr, l'objectif c'est 100%, mais vous voyez que les chiffres évoluent. Mais les actions, vous continuez à les mener? Nous continuons les actions. D'accord. Qu'est-ce qu'une classe passerelle, Madame le ministre? Une classe passerelle, c'est une classe, je vous ai parlé tantôt de continuum, c'est une classe qui permet de recenser des enfants de 9 à 14 ans qui sont soit déscolarisés ou qui ne sont pas allés à l'école. Notre objectif, c'est la lutte contre le décrochage scolaire, c'est l'augmentation du taux d'alphabétisation. Et donc, dans une classe passerelle, quand on a des enfants de cette tranche d'âge, ils reçoivent des formations, ils ont leur contenu d'apprentissage, et à la fin, 8 mois après, ils sont évalués. Certains ont la chance de réintégrer le système formel pour continuer leur cursus, et puis d'autres, pas à pas, apprennent à lire, à écrire, à compter et avancer. Et quel bilan cette année? Combien d'enfants en ont bénéficié? Les classes passerelles, cette année, combien d'enfants en ont bénéficié? Je ne peux pas vous dire le chiffre, mais de nombreux enfants en ont bénéficié. Au mois de février, je crois, j'étais dans la zone de Djokwe pour aller justement regarder le fonctionnement d'une classe passerelle. Et je voudrais profiter de cette question pour saluer tous les partenaires qui nous accompagnent pour les classes passerelles. D'accord. Patrick Nguessan? Oui, je voulais revenir sur une action de Madame la ministre qui découle effectivement des EGENA. Il s'agit de la Bonamas. Ah ouais. Oui, la Bonamas, l'année dernière, 744 établissements publics et privés ont bénéficié des manuels scolaires. Et 120 000 élèves de la 6e également ont bénéficié de cette action. Est-ce qu'elle va s'étendre à la rentrée prochaine à d'autres établissements, à d'autres élèves et d'autres manuels scolaires qui vont s'ajouter? Le projet Bonamas, ça fait partie du visage humain de la politique du président Alassane Ouattara. C'est une bourse nationale de manuels scolaires. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre à des élèves de bénéficier de 8 manuels en prélocation à un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA. Et 10 000 au lieu de 48 000 ou 56 achetés sur le marché. Donc, ça aide les familles. Et à l'issue de cela, à la fin de l'année, quand les ouvrages ne sont pas détériorés, les enfants restituent l'ouvrage. Et c'est une bourse parce que l'année d'après, le même montant est remis dans la cagnotte pour avoir des ouvrages. Alors, je rappelle que c'est un projet qui concerne pour l'instant les élèves de 6e et de 5e. Et c'est un projet qui va s'étendre sur l'ensemble des élèves du secondaire. Madame le ministre, sur les infrastructures scolaires, quels acquis majeurs vous avez enregistrés ces 4 dernières années? Combien d'écoles construites? Combien de cantines? Combien d'établissements, en tout cas, réhabilités, rénovés? Wow. Alors, sur les établissements scolaires, je peux faire un parallèle avec 2011. 2011, parce que c'est en 2011 que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. En 2011, quand le président arrivait, il y avait 294 collèges. 294. Sur toute l'étendue du territoire? Sur toute l'étendue du territoire national. Et de 2011 à maintenant, enfin à 2024, je vais m'arrêter à 2024, de 2011 à 2024, il en a construit 608. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons 902 collèges et lycées. Alors, un simple calcul montre qu'on est passé du simple au triple. Ce chiffre concerne les collèges et lycées. Et les salles de classe de préscolaire,
il y avait 2083 en 2011 et on est passé à 8962. Vous voyez la différence. Le nombre de salles de classe au primaire, il y avait 75 980. On est passé à 95 428. Alors, ce sont, pour cette année, l'année 2025-2026, on aura 129 nouveaux collèges et lycées. On aura 15 lycées d'excellence pour jeunes filles avec internat. Tout ça, c'est... Qui seront tous fonctionnels, tous ces établissements, cette année scolaire, 2025-2026. Donc, un nombre de cantines, on en a eu aussi 5602. sur toute l'étendue du territoire national. Patrick Nguessan, vous avez une question? Sinon, on va passer aux questions qu'on a recueillies par téléphone et via code QR. Allez-y. Une question. L'année scolaire a été marquée par l'équipement matériel roulant aux structures de terrain et de dotation de moyens techniques aux structures de concentrés. Est-ce que cette politique de relever les défis d'une école ivoirienne de qualité va être possible à la prochaine rentrée scolaire? C'est une politique, c'est la volonté du président et elle va continuer. Nous avons doté les inspecteurs pédagogiques. Avant, c'était on donne 2-3 véhicules, on attend l'année prochaine pour en donner, mais d'un coup, nous avons équipé tous les IEP, tous les inspecteurs d'enseignement préscolaire et primaire en véhicules. Tous les directeurs régionaux de l'éducation nationale en véhicules. Tous les directeurs en charge de l'orientation en véhicule. Très bientôt, nous allons inaugurer le CAFOP d'Anyama et à l'occasion de l'ouverture de l'inauguration du CAFOP d'Anyama, tous les directeurs du CAFOP également seront dotés en véhicule. L'objectif, c'est vraiment améliorer les conditions de travail et en améliorant les conditions de travail, améliorer la qualité de l'apprentissage parce que nous sommes dans la qualité. D'accord. Madame le ministre, nous allons écouter à présent les questions des téléspectateurs via le téléphone. Carmel Diaz, si vous nous entendez, vous pouvez nous transmettre les questions. Madame le ministre fera fort de les noter et puis y répondre. Carmel Diaz, allez-y. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue professeur Mariatou Koné. Nous avons déjà 4 questions pour la ministre de l'Éducation nationale. Déjà, monsieur Kwame François pose la première question depuis la commune d'Abobo. Il pose la question suivante. La rentrée scolaire s'était ouverte sous le signe de la discipline et du civisme. Cette ambition a-t-elle porté ses fruits? La deuxième question est de Madame Koulibaly qui appelle depuis la grande ville de Yamoussoukro. Madame Koulibaly demande quelles régions ou zones du pays ont particulièrement retenu votre attention cette année en termes de résultats scolaires. Et la troisième question est signée Monsieur Bilé Athanase depuis la commune de Yopougon. Quelles réformes issues des EJENA ont déjà été concrètement appliquées dans le système éducatif ivoirien? La dernière question est de Madame Kofi qui appelle depuis la ville de Sassandra. Madame la ministre, avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre des nouvelles réformes au niveau de l'éducation nationale? Et nous avons aussi eu l'appel de Monsieur Alphonse Kofi, président de la plateforme nationale des COGES de Côte d'Ivoire. Il félicite Madame la ministre pour le travail abattu depuis son arrivée à ce ministère. C'est tout, Remza. Merci beaucoup, Carmel Dia. Merci beaucoup. Et Madame le ministre, nous allons compléter avec quelques questions via code QR. Alors, et il faut le dire, hein, actuellement, nous avons plus de 400 questions sur Internet qui nous parviennent. Il va falloir en choisir quelques-unes. Madame le ministre, pourquoi l'État ne s'implique pas en termes salariales chez les enseignants du privé? Autrement dit, payer les enseignants du privé 12 mois sur 12, ce qui va freiner la fraude car plusieurs enseignants du privé ne sont pas payés dès le mois de juin. C'est une question qui émane de Kofi. Il y a Guy Mangwa qui lui demande quels sont les efforts qui ont été faits en matière de santé, hygiène, sécurité à l'école, et quels objectifs prioritaires ont été fixés lors de ces états généraux, quels dispositifs sont pensés pour soutenir les territoires en difficulté. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup.
Alors, j'ai noté... Quelles sont les régions ou zones du pays qui ont retenu votre attention en termes de résultats des examens à grand tirage? Ça, c'était les questions par téléphone. En termes de résultats des examens à grand tirage, je peux dire que pour l'examen du CEPE, du CEPE, la zone de Touba et celle d'Agoville ont attiré mon attention parce que les résultats là-bas étaient les plus faibles. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi. Donc Touba, Agoville. Touba 77%, Agoville 70%. Pour le BEPC, dans les zones, je vais peut-être noter, donc il y a Touba et puis il y a Agoville pour le CEPE. Pour le BEPC, le meilleur score, c'était la direction régionale de Bassam. Ce qui est bien, avec 68,66% d'admis. Par contre, la direction régionale de Bongouanou, la direction régionale de Bongouanou a eu un taux au CEPE de 32,66%. S'agissant du baccalauréat, nous avons vu que la DRENA de Cocody a le meilleur taux avec un des meilleurs taux quand on prend par région. Mais la DRENA de Touba encore est à la traîne avec 23,85%. Alors nous avons essayé de faire une analyse sur l'ensemble des 41 directions régionales que nous avons. Pourquoi, par endroit, les performances sont meilleures et d'autres non? Alors nous avons constaté qu'il y avait plusieurs facteurs conjugués. Parmi les facteurs, dans certaines zones, parce qu'il y a des zones, il y a des spécificités, dans certaines zones, c'est pour ceux qui tirent vers le bas, c'est parfois le déficit d'enseignants. C'est parfois les établissements privés dont vous parlez tout tantôt, qui tirent par le bas. Parce que quand on fait le calcul, il y a établissement public, on prend l'ensemble. Et quand on prend l'ensemble et qu'on fait la moyenne, évidemment, donc il y a les établissements privés qui nous tirent vers le bas. Il y a, pourquoi? Parce que l'enseignement n'y est pas de qualité. Il y a un problème de... Je ne veux pas généraliser. D'accord. Mais il y a un problème de qualité pour certains établissements privés. Vous avez plusieurs établissements privés, par exemple, qui ont 0%. C'est inconcevable. Et donc, nous sommes en train d'assainir ce milieu. Et des règles ont été édictées, justement à l'issue des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Maintenant, on n'a plus une accréditation dans la durée de façon continue. Chaque année, nous faisons des évaluations. En fonction de certains critères, l'accréditation qu'on avait obtenue l'année dernière peut ne pas être reconduite l'année d'après. Mais d'après les chiffres que nous avons, Madame le ministre, pour les classes du primaire, le privé absorbait près de 80% des élèves, avec 20% pour le public. Pour le secondaire, il n'y avait que 30% qui étaient dans le public et 70% dans le privé. Oui, les établissements, au niveau du primaire, le privé nous accompagne pour 20%. Et 80% des établissements sont publics. Oui. 80% de nos effectifs sont dans le public, pour le primaire. Par contre, au secondaire, quand j'arrivais, c'était 30% d'effectifs des élèves de Côte d'Ivoire qui étaient dans le public et 70% dans le privé. Ils fuient le public, pourquoi? Il ne fuit pas le public. La question, c'était le nombre insuffisant d'infrastructures qui a amené l'État à déléguer au privé. Mais aujourd'hui, pour la rentrée 2025-2026, nous aurons 59% des enfants dans le public et 41% dans le privé. Vous voyez que la politique de construction des infrastructures dont je viens de parler, c'est une politique qui paye. La politique de création de règles, d'édiction de certaines règles,
Pour moi, c'est une politique qui est très importante parce que tous les établissements privés qui ne suivent pas, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quelqu'un qui est venu se plaindre pour dire, mais nous avons un très bel établissement, alors qu'on ne nous affecte pas d'élèves. Nous avons compris que plusieurs fondateurs d'établissements privés le faisaient pour attendre les élèves de l'État. Or, ce sont des milliards que nous investissons. Ce sont des milliards que nous payons aux établissements privés. Donc, nous avons choisi de construire nos infrastructures. À court terme, c'est peut-être cher pour l'État, mais à long terme, c'est rentable pour l'État. Est-ce qu'il y a des réformes que vous initiez particulièrement dans ce secteur du privé? J'ai parlé de l'agrémentation, de l'agrément qui n'est plus systématique. Il y a une des conditions qui est que tout le personnel des établissements privés soit déclaré à la CNPS. Parce que quand ils ne sont pas déclarés à la CNPS, ce sont des enseignants du privé qui vont d'école en établissement pour des miettes et qui baissent la qualité. Nous avons exigé que le SMIC soit respecté. Nous regardons tout cela. Donc, déclaration à la CNPS, le montant du salaire justement déclaré. Nous regardons l'aspect physique. Est-ce que la superficie est grande, elle n'est pas grande? Est-ce qu'il y a suffisamment de toilettes? Alors, les gens ne comprennent pas. Mais j'ai 2 toilettes, non. 2 toilettes, le ratio toilette-élève est très important. Et justement, le recrutement d'enseignement là-bas, dans le privé, est-ce que vous y jetez un œil? Normalement, on ne peut pas être enseignant du privé si on n'a pas une autorisation du ministère de l'Éducation nationale. Chaque année, nous renouvelons les autorisations d'enseigner. Chaque année, nous renouvelons. Nous avons une liste que nous signons. Malheureusement, la fraude, c'est mon combat. On a des enseignants ou des établissements qui recrutent des gens, des enseignants qui n'ont pas le niveau requis, qui n'ont pas l'autorisation et qui enseignent. Ce qui donne les résultats. Qui ne sont pas du tout formés, on entend. Qui ne sont même pas formés. Alors que normalement, nous avons la direction de l'encadrement des établissements privés qui reçoit la liste des enseignants et qui les fait former par la direction de la pédagogie et de la formation continue. Et c'est au bout de cette formation que nous délivrons cette autorisation. Et donc, ceux qui arrivent à passer outre ces règles-là, ben, ils en payent le prix. Il y a la question salariale aussi, la question de COFI. Pourquoi l'État ne s'implique pas en termes salariales chez les enseignants du privé? L'État s'implique. Nous défendons les droits des enseignants du privé. Qu'ils ne sont pas payés 12 mois sur 12. Parce que certains enseignants ne sont pas payés 12 mois sur 12. Parfois, dès le mois de mars, le fondateur arrête de payer. Et vous voyez, ce sont ces brebis galeuses-là qu'on retrouve parfois, malheureusement, pendant les examens, surtout à l'oral, à demander 10 000, 5 000. Donc, tout cela fait partie des réformes que nous avons. Et nous sommes regardants sur... Il y a d'autres questions via le téléphone. On va d'abord y répondre. Mais voilà, donc il y a une des questions... Les fondateurs, il y a des arriérés de frais de scolarité des affectés de l'État. Souvent, les fondateurs réclament pour pouvoir aussi payer leurs enseignants. Oui, les fondateurs qui attendent ça, c'est ceux qui attendent... Vous avez dit que c'était déjà épongé, que tout avait été payé. Et pourtant, il y en a encore qui disent qu'ils... À l'heure où je vous parle, ce n'est pas possible. Parce que il n'y a pas de passif, Madame le ministre? Je fais un plaidoyer auprès du ministre, de mon collègue en charge des Finances, et le Premier ministre s'implique. Quand on reçoit les États, on fait en sorte que ces États-là soient payés le plus rapidement possible. Cette année, j'ai reçu les fondateurs qui, justement, se plaignaient. Oui, on n'est pas payé. Au moment où je leur parlais, moi, j'avais devant moi l'affiche disant que leurs dettes, ils avaient été payés. Et quand ils sont sortis de là, certains, tout au tout but, ont dû m'appeler pour dire toutes nos excuses. Parce que c'est tout un circuit, en fait. Nous, dès qu'on finit, nous engageons tout et nous envoyons chez le payeur. Plus aucun passif, donc? Non. Si on veut parler de passif, je crois que nous sommes en contentieux. Je ne peux pas dire contentieux parce que ce n'est pas le gouvernement Ouattara. Avant l'arrivée du gouvernement Ouattara, des fondateurs disent qu'ils auraient un passif, je ne sais pas de combien. Et comme c'est une continuité, l'administration... L'administration, c'est une continuité, mais il faut justifier. D'accord.
Quand moi j'arrivais, il y avait 53 milliards, pas de passifs, mais de dettes. Les 53 milliards ont été payés. On a mis le compteur à zéro. Et c'est sur la base de ce compteur à zéro que nous avons mis toutes nos réformes et que nous sommes en train de travailler. D'accord. Question suivante posée par les téléspectateurs. Quelles réformes des EGENA ont déjà été appliquées? Vous y avez répondu. Oui, les réformes des EGENA qui ont été appliquées, il y en a plusieurs, mais j'ai cité les coefficients, la dictée, enfin, j'ai donné des exemples au niveau de la pédagogie, en parlant des coefficients différenciés, du retour de la dictée, du retour du calcul mental, bon, on a vu les résultats. Mais il y a la régionalisation du recrutement des enseignants. Je vous ai dit tantôt qu'une des causes, par rapport à la question pour laquelle je parlais de déficit d'enseignants. Parfois, on parle de déficit, mais assez souvent, ce n'est pas des déficits, c'est une mauvaise répartition. La plupart, dès qu'ils sortent, préfèrent être autour des grandes villes, dans les grands bourgs, délaissant le milieu rural. Alors que quand on parle d'enseignement, avec le collège de proximité, avec tous ces établissements primaires, nous avons des écoles dans les plus petits hameaux. Alors, avec la régionalisation qui est issue des États généraux, désormais, un enseignant du primaire, pour passer le concours du CAFOP, il choisit, nous avons 14 districts. Il choisit le district dans lequel il veut passer son concours. Et quand il est admis, il reste dans son district pendant au moins 10 ans. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est dans le district des Savanes, qui a passé le concours pour le district des Savanes, s'il doit être affecté, il sera affecté dans le Tchologo, dans la Bagoué, dans le Poro, mais il doit rester dans cet espace-là pendant au moins 10 ans avant d'en sortir. Ça va nous aider à la sédentarisation des enseignants. D'accord. Dernière question. Allez-y. Et puis, il y a la digitalisation. Le numérique que nous avons initié, qui fait partie également des innovations, des réformes qui sont issues des États généraux et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je voulais juste citer ces... D'accord. Et j'ai une question en rapport avec l'informatique. L'initiation à l'informatique fera son entrée... C'est de ça que je parle. C'est cela. Voilà. Fera son entrée officielle cette année dans le cursus scolaire ivoirien au niveau du primaire, alors que quand on parle d'informatique, je pourrais parler d'enseignement pratique dès lors. Je veux savoir quelle sera la politique de mise en œuvre de cette initiative en ce qui concerne les enseignants. Qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui sera la politique, hein? Quelle sera la politique de mise en œuvre de cette initiative en ce qui concerne les enseignants? Est-ce que les enseignants seront outillés véritablement? Les enseignants seront outillés, les enseignants seront formés. Nous allons pas à pas. Actuellement, nous sommes en train de former les enseignants au PENAPAS. Le PENAPAS, qui est la politique nationale d'amélioration des apprentissages scolaires. C'est ça. Alors, pour que l'enfant, c'est l'épine dorsale des EGENA. Parce que nous avons compris qu'il faut aller... Enfin, ce n'est pas nous avons compris. Donc, nous savons que c'est à la base qu'il faut régler le problème pour éviter, pour avoir des améliorations. Alors, avec le PENAPAS, les enseignants sont formés et ces enseignants forment d'autres enseignants, la formation des formateurs. Et l'objectif, c'est faire en sorte que tous les enseignants bénéficient de formation pour pouvoir mieux exercer leur métier. CP1, CP2, c'est pour cette année que nous continuons CE1, CE2. Mais je voulais répondre tout à l'heure à une question sur les classes passerelles. C'est cela. Oui. Voilà, vous aviez demandé par rapport aux classes passerelles, ça fait partie des choses voilà, combien d'enfants en avaient bénéficié? En 2023-2024, ce sont 7 246 enfants qui ont été enrôlés, dont 45% de filles. Et il y a eu 242 classes passerelles qui ont été mises en œuvre. Voilà. Je parle de mise en œuvre parce que ce sont des classes, ce n'est pas les écoles normales. C'est parfois sous un arbre, c'est dans un bâtiment, dans la communauté. Voilà. Et puis, dernière question recueillie par Carmel Dia. Mais pour terminer sur cette question, oui. Sur les 7 246 enfants qui ont été enrôlés, 6 676 ont intégré l'école formelle. L'enseignement général. Voilà.
D'accord. Et pour nous, c'est un bon résultat. D'accord. Quelles sont les difficultés, est-ce qu'il y en a, des difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations des EGENA? C'était une des questions recueillies par Carmel Dia, et puis on va refermer ce chapitre. Une des recommandations, enfin, des difficultés, on en a connu, et mais nous pensons que ce sont des difficultés qui vont s'estomper. Ce sont les résistances. Je vous ai parlé du SIG, par exemple. On demande aux enseignants de rentrer les notes dans le système. Au début, c'était difficile de rentrer ces notes-là. Chacun voulait continuer au manuel. Bon, maintenant, petit à petit, l'année scolaire 2024-2025, on a eu 99% de remontée de moyenne. Pour nous, l'habitude à la peau dure, mais elle finit par s'estomper. Quand on est acharné, travailleur acharné. Allez-y, Patrick Nguessan. Je voulais revenir encore sur le numérique. Allez-y. La digitalisation du moins. Après le secondaire, les technologies de l'information et de la communication en éducation seront enseignées au pré-primaire et au primaire. Et comment vous allez procéder pour pouvoir donner cet enseignement aux enfants? Nous allons procéder d'abord par la phase pilote. D'accord. Des formations ont lieu. Quand je parle de formation, c'est la formation des enseignants à l'outil didactique, la formation au TICE. Et ensuite, dans les classes du pré-primaire, dans les zones pilotes qui ont été ciblées, les cours vont se dérouler. Est-ce qu'il y aura le matériel adapté, disons, pour que les enfants puissent se familiariser, les tout petits puissent se familiariser aux études? Oui, bien sûr, bien sûr. Avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ce sont des infrastructures, c'est des murs, mais c'est également des matériel informatique. Des outils informatiques, ce sont des outils didactiques, c'est autant de choses que nous accueillons. Le bilan de l'année scolaire, Madame le ministre, c'est aussi les grèves déclenchées par les enseignants. Qu'en est-il aujourd'hui de la prime d'incitation qui avait été demandée? Où on en est? Qu'en est-il de la situation à l'heure où on est, Madame le ministre? Le bilan de l'année, pour parler de la prime, je vais plutôt dire les effets collatéraux de la prime sur le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais profiter de ce micro pour saluer sincèrement tous les enseignants, tous les encadreurs, tous les syndicalistes que nous considérons comme nos partenaires. Ce sont des partenaires sociaux. Vous avez vu qu'il y a eu des perturbations, c'est vrai, mais malgré les perturbations, au nom du dialogue, au nom de la paix, au nom de citoyens responsables, parce qu'on est syndicats citoyens responsables, nous nous sommes assis, nous avons parlé, les cours ont été rattrapés par endroits, là où on avait le besoin. Il y a eu renforcement des cours pour ceux qui étaient en classe d'examen. Et vous avez vu les résultats scolaires. Ça veut dire que nous avons conjugué nos efforts. Donc leurs problèmes ont été réglés. Leurs problèmes ont été réglés, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que suite aux différents plaidoyers auprès du gouvernement, les salaires, par exemple, qui avaient été suspendus ont été payés. Les ponctions qui avaient été effectuées ont été réversées. Pour certains, les salaires étaient même bloqués, ça a été débloqué, etc. Enseignants interpellés. Libérés. Donc, vraiment, sur ce plan, on peut dire que tout s'est bien passé, au point que la semaine dernière, vous avez dû voir dans la presse, ils sont venus dire merci. Parce qu'on nous dit souvent que les syndicalistes n'ont pas de mémoire, mais en réalité, je dis peut-être qu'ils n'ont pas de mémoire, mais pour moi, ils ont un cœur parce qu'ils sont venus dire merci. Maintenant, la question centrale qui a occasionné tout ça, c'était la question de la prime. Alors, cette question de la prime, elle a été reversée au niveau transversal. Au niveau transversal et multipartite, dans un comité qui est présidé par Madame le ministre de la Fonction publique. Je voudrais profiter de votre micro pour la saluer parce que c'est elle qui traite la question. Ce n'est pas une question propre au ministère de l'Éducation nationale, c'est une question, comme je le dis, transversale, qui est propre à plusieurs ministères. Mais nous faisons le porte-flambeau, bien sûr, de nos collaborateurs
que sont les enseignants et nous prions pour une issue heureuse. En tout cas, c'est un examen. La question de la prime est un examen, c'est ce que je peux dire aujourd'hui à tous les enseignants. Autre sujet. Et ils le savent, puisqu'il y a un chronogramme qui a été établi par le ministère en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Certains sont membres du comité, donc tous, nous avons le regard tourné vers le ministère. Autre sujet brûlant, Madame le ministre, c'est la question des grossesses en cours de scolarité. À l'heure où on est, c'est quoi l'état des lieux? À l'heure où nous sommes, quel est l'état des lieux? Quand on regarde les chiffres, en 2000, les chiffres du ministère, parce que je voudrais vous dire que le ministère de l'Éducation nationale a 5 structures qui traitent spécialement de ces questions. Je ne veux pas les nommer ici, mais il y a 5 structures qui s'en occupent. Et chaque année, de septembre à septembre, donc sur 12 mois grégoriens, des recherches, des études sont effectuées. Alors, en 2022-2023, le chiffre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était de 6 681 cas de grossesse. En 2024-2025, ce chiffre est passé à 4 266. Donc pour nous, c'est une baisse de 36,55%. Mais nous considérons que c'est toujours trop, parce que chaque cas de grossesse est un cas préoccupant pour nous. Notre objectif, c'est 0 grossesse. Qui les enceinte, ces jeunes filles, Madame le ministre? Qui les enceinte? Ben, nous avons 3 catégories de personnes. Qui les enceinte? La première, avant de répondre à qui les enceinte, je voudrais vous dire que quand on prend le ratio, la proportion des filles enceintes par rapport au nombre global de filles en âge de procréer, en 2022-2023, c'était 5 filles pour 1000, c'était 5 grossesses pour 1000 filles qui vont à l'école. En 2024-2025, c'est 3 filles pour 1000 élèves, 1000 filles en âge de procréer qui vont à l'école, 1000 élèves. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui est préoccupant pour nous parce que nous voulons 0 grossesse, mais c'est un phénomène qui est infime par rapport à la taille globale de la population de filles en âge de procréer qui vont à l'école. Qui sont les auteurs? Qui sont les auteurs? Quand on veut parler des auteurs, nous avons 3 grandes catégories d'auteurs. La première catégorie, ce sont les élèves eux-mêmes. Les élèves, les étudiants. Élèves et étudiants. La deuxième grande catégorie, ce sont des personnes qui exercent dans le secteur informel. Quand je dis le secteur informel, c'est de ce qu'on a vu par rapport à nos études, puisque je vous dis que chaque année on en fait. Les boutiquiers, les chauffeurs de Ororo, les mécaniciens. Des artisans. Des artisans. Bon. Pourquoi eux? Pourquoi eux? J'imagine que c'est peut-être pour des besoins pécuniaires, 1000 francs, 2000 francs. C'est pour cela, si je prends le cas des chauffeurs de Ororo, que nous faisons en sorte que l'école soit proche des parents. L'école soit proche des parents afin que les parents puissent surveiller leurs enfants. D'abord, la distance, on ne va pas payer le transport pour aller à l'école. Et puis, si on doit manger, on vient manger à la maison. Enfin, voilà. Patrick Nguessan? Est-ce qu'il y a des enseignants qui sont coupables des auteurs de ces grossesses? On a entendu dire qu'il y avait des enseignants coupables, mais nous avons mis en place une série de sanctions. Mais de la réalité des faits, c'est que 0,9% de personnes considérées comme enseignantes ou encadreurs sont concernées. C'est vraiment infime par rapport à ce que nous entendions comme... parce qu'un enseignant qui s'adonne à ce qui, au lieu d'encadrer, se comporte ainsi, c'est la radiation. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont radiés. Les enseignants, on en parle. Il y en a parmi eux qui dénoncent un manque de matériel pédagogique de base. Non, ce n'est pas possible.
Il n'en existe pas. Avec les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, tous les partenaires sont au pied de la Côte d'Ivoire pour nous accompagner. Ça va, toute l'étendue du territoire est couverte. L'ensemble du territoire. D'accord. La distribution se fait sur l'ensemble du territoire. Donc, on ne peut pas parler de... Donc, aussi bien les enseignants que les élèves bénéficient de matériel. Gratuité de matériel, gratuité des kits, des tables bancs et autres, des intrants, si vous voulez, pour les élèves. Mais les enseignants également bénéficient. Et pour ce qui est des programmes? On a même des programmes de renforcement de capacité, avant qui n'existaient pas. Mais aujourd'hui, à cause des États généraux, ce sont on vient renforcer leurs capacités. Dans le cas du PENAPAS, on les paye même en plus. On leur donne des per diem, ce qui n'existait pas avant. Mais ce qui n'empêche pas certains d'avancer que des programmes sont jugés obsolètes. À quand la révision des curricula? La révision des curricula est en cours. La révision des curricula est en cours pour intégrer tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la créativité, etc., l'ouverture sur le 21e siècle. La révision des curricula est en cours et les enseignants bénéficient de formation. Parce que c'est deux choses différentes. La révision curriculaire, c'est au profit des élèves. Mais les enseignants bénéficient de renforcement de capacités, soit des renforcements de capacités à distance, encore le numérique, soit des renforcements de capacités en présentiel, pour lesquels ils reçoivent même une rétribution. Patrick Nguessan? Ça va. D'accord. Madame le ministre, les États généraux ont jeté les bases, ont posé les bases, des réformes ont été enclenchées. Certaines sont en cours, vous l'avez dit, mais une chose est certaine, l'avenir de notre école ne peut attendre. Face à des défis de société qui évoluent, la Côte d'Ivoire éducative doit garder un temps d'avance. Alors, que nous réserve la rentrée scolaire 2025-2026? Quelles sont les attentes des populations? Élément de réponse maintenant dans ce sujet signé Siaka Koné. Madame Marguerite a fait beaucoup d'efforts, mais il en reste encore. En tout cas, il faut qu'elle revienne un peu aux anciennes méthodes. Ce n'est pas fort, on te frappe à l'école. Hein. Quand tu fais une erreur, on te corrige, mais tu reprends. Il faut peut-être renforcer la formation au niveau des enseignants. 50 élèves ou alors 40 élèves par enseignant, ce serait déjà bon. Aujourd'hui, il faut remarquer qu'il y a trop de laisser aller au niveau des écoles, particulièrement les écoles privées. Un enfant qui ne va pas à l'école, le parent n'est pas informé, alors que le matin, l'enfant est sorti de la maison, il dit qu'il va à l'école. Bon, vous, en tant qu'éducateur, 2 jours, 3 jours, vous ne voyez pas un enfant. Appelez ses parents. Aujourd'hui, il y a des écoles boutiques quand même. Devant l'école, il y a des attroupements, des élèves débraillés avec des coiffures, n'importe comment. Et ceux-là, ils disent qu'ils viennent à l'école. On attend quand même un enseignement de qualité pour avoir des cadres. Par rapport au système éducatif, nous attendons que la rigueur soit davantage de mise afin que nos jeunes frères, nos enfants soient recadrés pour ceux qui sont en train de dévier et pour ceux qui sont en train de vouloir apprendre, pour qu'ils connaissent l'orientation qui sera bien pour eux afin que demain ils soient des citoyens de valeur pour notre société. On doit mettre davantage d'accent sur la sensibilisation, surtout au niveau des réseaux sociaux qui sont ouverts à tous nos enfants. Les enfants sont exposés à la drogue et je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il faut qu'il y ait encore plus d'accent sur la sensibilisation et sur aussi la répression pour ceux qui sont des déviés. Déjà, prendre une personne qui a le niveau 3e pour être instituteur, je trouve que c'est un peu bas. Il y a des personnes qui ont 7, qui ont un niveau élevé, mais qui présentent le concours avec le BPC. Bon, pour cette personne-là, on peut comprendre, c'est acceptable. Parce que la personne va forcément profiter de ses connaissances, de son réel niveau pour enseigner les enfants. Mais quelqu'un qui sort du circuit avec que le BPC et qui devient instituteur, ça ne passe pas en fait. Aujourd'hui, nous constatons que les enseignants sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Un enseignant qui est en classe, qui se permet de se filmer avec les élèves au lieu de se concentrer plus sur le savoir qu'il va inculquer aux élèves. Donc je pense que ce sont des petits faits comme ça qui font qu'au niveau du primaire, c'est un peu décourageant. Aujourd'hui, il y a trop de distractions. Voilà. Les enfants déjà en 6e, ils ont des téléphones portables. Ils ont accès à tout ce qu'il ne faut pas à côté éducation, donc ce qui fait qu'ils sont un peu distraits.
Madame la ministre, on pourrait dire que c'est une petite séquence des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors, ces attentes-là, qu'est-ce que vous en dites? Mais je voulais répondre déjà à celui qui parlait de BEPC, un enseignant avec le niveau BEPC. Il faut corriger. Parce que le BEPC, c'est le diplôme qui est requis. Mais vous avez vu dans les résultats, enfin nous en tout cas qui faisons les dépouillements, les candidats que nous avons, ce sont des candidats qui ont parfois le bac ou même le niveau universitaire. Et ça se ressent dans la rédaction, dans l'examen. Ça se ressent même dans les moyennes. Donc c'est le BEPC qui est le diplôme requis, mais ce n'est pas le BEPC tout court. Je veux dire que ce n'est pas quelqu'un qui a le BEPC qui n'a pas un niveau, c'est le BEPC plus un niveau conjugué qui donne l'enseignant. Nous avons des enseignants. D'ailleurs, le PASSEC a montré que nos enseignants étaient de très bon niveau. Voilà. Et quelles sont les priorités pour l'année scolaire prochaine? Les priorités, nous avons 4 priorités. Nous voulons renforcer l'accès. Renforcer l'accès pour tous les enfants de Côte d'Ivoire à une éducation de qualité. Le taux de scolarisation, c'est combien? Le taux de scolarisation, nous avons trois chiffres. Nous avons le taux d'accès brut, nous avons le taux d'accès net. Le taux d'accès net, c'est-à-dire les enfants qui vont effectivement à l'école, c'est 96,46%. Sur l'ensemble du territoire, on a 96 enfants sur 100 en âge d'aller à l'école qui vont à l'école. Vous voyez les efforts qui sont consentis. Et le taux d'achèvement, c'est-à-dire les enfants qui vont à l'école et qui terminent l'année au nom de tout ce que nous avons comme programme que nous mettons en place. Quand c'est le primaire, c'est 6 années. Ce taux d'achèvement-là, il est de 85,24% pour le primaire. Il est de 81,14% pour le secondaire premier cycle, c'est-à-dire ceux qui terminent les 4 années de formation. Et il est de 46,19% pour le secondaire, c'est-à-dire ceux qui font 3 années. Mais je tiens à dire que pour les 46,19%, ça c'est 2024. Quand on arrivait, c'était 8,2%. Qui achevaient? Qui achevaient. Vous voyez la différence? 8,2% achevaient le secondaire. Et aujourd'hui, c'est 46,19% qui achèvent le secondaire. La politique Qu'est-ce qui a changé? Éducative paye. Ben, c'est tout ce que j'ai énuméré. Si vous voulez, je peux vous dire les éléments majeurs. Les éléments majeurs. Mais avant d'arriver à ça, il y a également donc, renforcer l'accès pour tous les enfants de Côte d'Ivoire à une éducation de qualité, améliorer la qualité de l'enseignement, maintenir le cap du dialogue social avec nos partenaires sociaux, et puis améliorer la gouvernance tant au public qu'au privé avec toutes les initiatives que nous mettons en place. Alors, les réformes majeures, ce dont je viens de parler, ce sont nos 4 priorités. Les réformes majeures, c'est d'achever les réformes qui sont déjà entamées, notamment la révision curriculaire pour mettre nos programmes en congruence avec les compétences du XXIe siècle. C'est la digitalisation du système éducatif dans sa triple fonctionnalité en tant qu'outil de gouvernance, en tant qu'outil d'aide à la pédagogie et en tant que discipline d'enseignement, dont on a parlé aussi. Et la dernière priorité, la dernière réforme majeure, c'est mettre en œuvre notre politique et notre stratégie nationale révisée d'alphabétisation. En œuvre. Voilà. Allez-y, Patrick Nguessa. Oui, Madame la ministre, à la rentrée dernière, vous avez instauré ce que vous avez appelé la signature des contrats de performance. Oui, les COP. Oui. Est-ce qu'à la rentrée prochaine, il est prévu aussi la signature de ces contrats-là? Chaque année, les COP, c'est chaque année. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est toujours améliorer les performances. Cette année, avec les COP, on bénéficie d'un montant supplémentaire dans la gestion et tout ça. Mais ça, c'est en année N. En année N+1, quand on regarde, quand on fait le bilan et que le bilan n'est pas positif, on était peut-être directeur régional, on n'est plus directeur régional. On était chef de structure IEP, on n'est plus chef de structure. On était chef d'établissement, on n'est plus chef d'établissement, ainsi de suite. Donc, les COP nous permettent, comme on le dit, c'est contrat d'objectif, par objectif de performance.
Donc, on a assigné des objectifs à chaque chef de structure. À la fin de l'année, on fait le bilan. En fonction du bilan, il demeure à son poste ou bien... Est-ce que vous avez les résultats de 2024-2025? Les résultats on les a mis en œuvre cette année. Donc, c'est maintenant l'heure du bilan. Donc, rendez-vous en 2025-2026 pour voir les résultats. Mais sachez que déjà, on a quelques idées par rapport au comportement et tout ça. Quel nouveau plan, Madame le ministre, pour l'équipement de nos centres d'examen? Est-ce que vous allez étendre la vidéosurveillance ou progressivement, oui. D'autres moyens d'anti-triche? Les moyens d'anti-triche, ce n'est pas seulement la vidéosurveillance. C'est cela. Les moyens d'anti-triche, nous avons les détecteurs de métaux, nous avons les détecteurs de signaux, nous avons la vidéosurveillance, nous avons les êtres humains eux-mêmes, les enfants qui désormais dénoncent. Ça veut dire que nous avons mené une politique de sensibilisation qui paye. Les enfants eux-mêmes qui dénoncent, les parents d'élèves eux-mêmes qui dénoncent. Donc petit à petit, nous tendons vers... Et quelle politique pour soutenir les élèves en situation de handicap? Les élèves en situation de handicap, ce sont des élèves qui... J'ai donné l'exemple de Karama. Nous mettons tout en œuvre pour qu'aucun enfant de Côte d'Ivoire ne soit laissé pour compte. Nous avons, pendant les examens, et même à l'école, des enfants des malvoyants, des malentendants, et tout ça, qui passent les examens et qui ont leurs résultats. Voilà. On va retourner au studio de Carmel Dia. Carmel Dia, si vous nous entendez, dites-nous si vous avez des questions. 3 questions pour Madame le ministre. Oui, Hamza Diaby, nous avons plutôt 2 questions pour Madame la ministre. Nous avons Madame Kouadio qui pose la question suivante. Au vu de la situation des grossesses en milieu scolaire, est-ce que l'éducation sexuelle sera renforcée dans les écoles cette année? Et l'autre question nous vient de Monsieur Koulibaly depuis l'Anawa. Il demande à Madame la ministre quelles seront les plus grandes priorités du ministère pour la prochaine rentrée. Vous avez répondu. Est-ce que l'éducation sexuelle sera renforcée cette année? Voilà. Merci de corriger parce qu'elle a dit, est-ce qu'il y aura l'éducation sexuelle? Alors que l'éducation sexuelle, justement, au vu, je vous ai dit, ce sont les élèves eux-mêmes, la grande part, qui entre eux se mettent enceintes. Voilà. Et donc, l'éducation, elle a dit éducation sexuelle, mais c'est éducation à la sexualité. Et ça fait partie des programmes que nous avons. Éducation à la sexualité, éducation à la santé de la reproduction, pour amener les uns et les autres à comprendre l'intérêt de son corps, de son propre corps, enfin, amener les élèves, filles et également les garçons, parce que c'est un manque d'éducation, de notre point de vue, qui les amène à cela, à comprendre l'importance de partir à l'école, l'importance de se préserver, l'importance d'utiliser des moyens de prévention contre les grossesses et contre les maladies. Et contre les maladies également sexuellement transmissibles et autres. Et donc l'éducation, nous avons même la Côte d'Ivoire a été félicitée en 2023 à New York par rapport à notre politique d'éducation à la sexualité. Et justement, nous servons d'exemple. Et justement, l'une de vos réformes, c'est de permettre aux étudiantes, aux élèves en grossesse, de pouvoir continuer l'école. Alors, Madame le ministre, il y a des religieux qui, d'après ce qu'on aurait entendu, qui ne seraient pas d'accord avec cela, qui ne voudraient pas en recevoir dans leur établissement. Qu'est-ce que l'État prévoit dans ce cas-là? L'État, pour protéger les jeunes filles, l'État pour encourager l'école universelle, l'État pour encourager la scolarisation de la jeune fille a initié ce que nous appelons le report de scolarité. Le report de scolarité, c'est le fait de permettre à une jeune fille en grossesse d'accoucher et de reprendre les classes après son accouchement. Elle n'est pas punie. Elle n'est pas comptée comme redoublante. Elle n'est pas sanctionnée en étant comptée comme redoublante. Au contraire, on met sa scolarité en parenthèse. Et quand elle revient, elle prend là où elle avait laissé et elle continue.
D'accord. Et les établissements, le message que je voudrais, l'appel que je voudrais lancer ici, c'est tout, s'il y a des cas, parce qu'on a un arrêté, c'est bien clair, s'il y a des cas d'établissements qui refusent de reprendre ces jeunes filles bénéficiant de report de scolarité, elles doivent, ces cas-là doivent être signalés au ministère de l'Éducation nationale. Et justement, le numéro vert, c'est 99 91. 99 80. 99 91. Nous avons une direction également en charge du genre, auprès de laquelle les plaintes peuvent être portées. Mais le numéro vert, c'est 99 91. Madame le ministre, nous sommes en année électorale. La présidentielle, c'est le 25 octobre prochain. Beaucoup sont ceux qui pensent que, ils sont nombreux, hein, ceux qui pensent que cette année, la rentrée scolaire pourrait être décalée. C'est quoi la date exacte? Il n'en est rien. Je ne sais pas, j'ai entendu, comme vous, que la rentrée serait en janvier, en février, enfin, chacun fixe la... Nous sommes en année électorale, c'est vrai, mais la rentrée scolaire 2025-2026 est fixée au lundi 8 septembre 2025, à 7h30. Lundi 8 septembre. Lundi 8 septembre, 7h30, c'est la rentrée scolaire. D'accord. On va terminer cette émission avec des questions qui émanent des téléspectateurs également. Madame le ministre, à l'issue de cette année scolaire et dans la dynamique post-EGENA, quels seront vos chantiers prioritaires pour l'année 2025? Bon, vous y avez répondu. Guy Mangwa demande quels sont les efforts qui ont été faits en matière de santé et d'hygiène pour la sécurité à l'école. Quels objectifs prioritaires? Vous y avez répondu également. Quels sont les plans pour remédier aux éventuelles lacunes d'apprentissage ou disparités identifiées pendant l'année scolaire? Nous avons des comités de lutte contre le décrochage scolaire avec des apprentissages pour les enfants qui sont, qu'on appelle à besoins spécifiques. C'est ce que nous implémentons. Vous êtes la présidente de la Confémen, qui couvre une quarantaine de pays. Quel avantage pour la Côte d'Ivoire que vous soyez la présidente? Wow. La présidente de la Confémen, il y a deux avantages. Au plan politique, c'est le leadership de la Côte d'Ivoire qui est confirmé au plan international. Et au plan technique, la présidence de la Confémen nous donne l'opportunité de vendre l'image de la Côte d'Ivoire, nous donne également l'opportunité à la Côte d'Ivoire de vendre son modèle de réforme. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme champions auprès de l'UNESCO. Tous les pays qui demandent des financements, qui demandent accompagnement, doivent s'inspirer du modèle ivoirien. Je pense qu'au plan politique et au plan technique, c'est un avantage pour nous. Patrick Nguessan, dernière question. Vous oui, en avez? Concernant la Confémed, est-ce que depuis que vous êtes à la tête de cette organisation, quels sont les chantiers déjà entamés? À la tête? Oui, de la Confémed, les chantiers que vous avez déjà élaborés. Bon, depuis que nous sommes à la tête de la Confémen, nous continuons Vous savez que la Confémen a deux outils. Oui. Il y a le PASEC et le PACT. Et donc, nous sommes en train d'améliorer les conditions de mise en œuvre du PASEC. C'est une des grandes réformes que nous avons. Nous avons un grand chantier qui est la valorisation de la profession enseignante. On en parle au niveau de la Côte d'Ivoire, mais bientôt nous allons partir en congrès au Chili pour également continuer le plaidoyer pour la valorisation de la profession enseignante, parce que nous avons compris que les difficultés que nous avons par rapport aux enseignants, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est à travers le monde. Nous avons également le chantier sur les matières scientifiques, le déficit d'enseignants dans les matières scientifiques. Donc ça fait déjà 3 chantiers que nous avons ouverts, pour lesquels nous avons pris notre bâton de pèlerin. C'est cela. Pour parcourir notre espace commun, qui est l'espace francophone, mais il y a des pays... Et qui couvre 44 pays, mais il y a des pays anglophones qui sont en train
Madame le ministre, nous allons terminer. Nous avons terminé. Je vais donc vous accorder une vingtaine de secondes pour que vous adressiez un message aux élèves qui vous regardent, aux parents et pourquoi pas aux enseignants aussi. Éventuellement donner le thème de l'année scolaire 2025. Allez-y, Madame le ministre. Le thème de l'année 2025-2026, vous allez le découvrir à la réunion de rentrée qui aura lieu le 2. Nous avons la réunion de rentrée et ensuite la réunion, la rentrée elle. Qui est fixée au 8. Qui est fixée au 8. Non, je voudrais profiter vraiment pour dire merci à la RTI de nous avoir reçus et dire aux parents que l'école, c'est l'affaire de tous. L'école n'a pas de couleur politique. Vous avez vu tous les succès que nous avons engrangés, que nous sommes, tous les lauriers que nous avons glanés, c'est parce que nous avons conjugué nos efforts. Quand je parle de conjuguer nos efforts, c'est parents, enseignants, encadreurs, tout le monde, même les journalistes, tout le monde accompagne l'éducation. Et je voudrais donc que nous puissions continuer dans ce sens afin que les élèves comprennent que seul le travail paye, seul l'effort fait d'efforts et que chacun s'investisse pour la valorisation et la crédibilisation de nos diplômes. Je voudrais dire que avec le président Ouattara, le ministère de l'Éducation nationale a fait des bons. Vous avez vu qu'il y a eu l'amélioration significative des indicateurs de scolarisation. Vous avez vu que la scolarisation de la jeune fille a connu une nette progression, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Vous avez vu que le président a concédé l'affectation des élèves aux parents d'élèves eux-mêmes. Ce sont les parents d'élèves qui choisissent les établissements dans lesquels leurs enfants doivent partir à travers l'affectation en ligne, à travers l'orientation en seconde. Vous avez vu que le collège a été rapproché des parents d'élèves, notamment ceux du milieu rural. Vous avez vu que les cotisations exceptionnelles qui étaient exigées aux parents ont disparu et à travers l'allocation de 18,4 milliards au COJES. Vous avez vu que les inégalités entre régions en matière d'infrastructures scolaires ont été réduites et que la carte scolaire a été renforcée dans les régions qui étaient moins nanties en matière d'infrastructures scolaires. Vous avez vu que le climat social dans le secteur de l'éducation a été apaisé à travers l'instauration d'un cadre permanent de dialogue et d'échange avec le gouvernement, entre le gouvernement, le ministère de tutelle et les partenaires sociaux. Vous avez vu que le phénomène des grossesses scolaires, enfin, le phénomène de grossesse, le nombre de grossesses en cours de scolarité a connu une baisse notable pour cette année de 36,5%, avec tout ce que nous faisons, notamment le rapprochement des élèves de leurs parents, oui. La construction de collèges de proximité. Vous avez vu que la gratuité de l'école a été renforcée avec la distribution de kits scolaires, de manuels scolaires à tous les enfants, surtout du primaire. Vous avez vu que le nombre d'établissements d'excellence est quasiment multiplié par 3 avec la construction de 15 lycées d'excellence. Et je voudrais dire merci à la Première Dame qui s'occupe vraiment de cette question. Merci beaucoup, madame. Et vous avez vu que la gouvernance de notre système éducatif a été renforcée avec l'instauration des contrats d'objectifs et de performance. Merci. Donc, l'éducation nationale de Côte d'Ivoire est en marche. Nous servons de modèle et nous souhaitons être accompagnés par tous. Merci. Conjuguons nos efforts pour l'école ivoirienne de qualité, de mérite, dans l'équité et dans la transparence. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, merci. Merci, Madame le ministre. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Patrick Nguessan. L'école ivoirienne, ce n'est donc pas une structure figée, c'est une force en mouvement portée par la passion des enseignants, la soif d'apprendre des élèves, la vigilance aimante des parents et l'engagement ferme des décideurs. C'est vrai, des défis subsistent. Il y a encore des écoles à construire et des mentalités à relever, mais il y a aussi des avancées notables. Madame le ministre vient de les citer, des signaux forts, des lueurs d'espoir. L'école n'est donc pas seulement un lieu
lieu d'instruction, c'est le cœur battant, le cœur même battant de notre avenir. Et tant que l'école sera debout, la Côte d'Ivoire sera debout. Tant que l'école progresse, la Côte d'Ivoire avance. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre présence et votre confiance. Continuons de croire en l'école. C'est par elle que l'histoire d'un peuple s'écrit et que son avenir se construit. Très belle soirée sur la chaîne qui rassemble.